Alors bonjour à vous toutes et tous. Alors mais merci, je commence toujours comme ça, mais c'est vrai que merci, franchement, d'être là pour ce cours de tibétain. Voilà, là, c'était déjà, voilà. Ça s'appelle la langue qui fourche. C'est une grosse glissade. Donc voilà, le cours de tibétain qu'on va faire ensemble et qui est consacré cette fois-ci. Je dis cette fois-ci parce que il y a aussi l'autre cours Chenrezi qui nous permet de lire un texte. Et ici, il s'agit de surtout apprendre à lire quoi. Le cours Chenrezi, c'est pour comprendre un texte. C'est pas lire un texte, c'est comprendre un texte en le lisant. Ici, on est dans l'étape d'avant. On est dans l'étape qui va nous permettre d'apprendre à lire un texte. Et évidemment, après, de pouvoir le lire et de pouvoir en faire l'analyse. Mais on ne fera pas beaucoup d'analyse ici, on va vraiment faire un exercice de lecture et d'apprentissage de l'alphabet, etc. Alors, il y a des personnes qui vont passer ou qui passent là maintenant, comme par exemple Laurent, Dominique, il y en a pas mal finalement, il y a aussi Annie, Frédéric me semble-t-il, Florence, qui passent d'un cours à l'autre. Alors il y a pour vous, je ne sais pas ce que vous allez réussir à apprendre de plus. Peut-être que vous n'allez rien réussir à apprendre de plus. C'est vous qui le direz, vous saurez. Mais on ne sait pas. En tout cas, il y a une chose qui va être différente d'un cours à l'autre, c'est que ici, le support, c'est lecture avec le sutra du cœur, ça c'est clair, et c'est pas Chenrezi. Donc c'est complètement autre chose. On est dans un texte en prose, on n'est pas dans un texte versifié, donc c'est intéressant. Donc on change de contexte. Donc déjà ça. Et puis, eh ben, peut-être que ça va être l'occasion quand même, par la bande, de faire forcément de la compréhension de texte et donc un petit peu d'analyse pour comprendre de quoi ça raconte, de quoi ça parle, évidemment. Alors, comme toujours dans le cours de tibétain, j'aime bien commencer par une prise de refuge. Voilà, on va commencer par une prise de refuge, histoire de placer la bonne, juste motivation, sans en faire un enseignement, c'est pas un enseignement, mais voilà, ça nous met dans, on va dire, une forme d'objectif très large, qui fait que c'est pas la connaissance seulement pour la connaissance, mais c'est quand même quelque chose qui est au service du Dharma, a priori. Mais vous n'avez pas besoin d'être bouddhiste pour suivre le cours, non plus, rassurez-vous. Sangye chodang tsoge chonang lai changchum paradu dani kyapsu ichi dage jin tsoge pe sonam rola pinchire sangye drum parai sho. Voilà. Prise de refuge, j'en ai trois rares et sublimes. Ok, moi en tout cas ça me fait du bien, ça me replace dans le contexte, il n'y a pas de doute. Alors, le sutra du cœur. Le sutra du cœur, là, d'abord je fais une présentation générale de la leçon, en essayant de vous expliquer ce que j'ai essayé de faire. Alors je dézoome, vous allez moins voir, après je vous l'enverrai par mail, donc vous verrez. Donc vous voyez, là il y a juste une petite explication qui nous dit, voici la première partie du texte telle qu'on la trouve dans la version Pecha, qui est récitée chaque jour, par exemple, lors du rituel de Mahakala. Là, par exemple, à la rituel de Mahakala, ça va pas. Là, je vais faire une petite correction, rassurez-vous. Et puis, le but, et ça, j'essaye de vous dire en quelques mots ce que j'essaye de faire. Le but maintenant est d'isoler des lettres et ainsi de les apprendre facilement et dans le contexte d'un texte. Alors ça, on va en parler beaucoup. Parce que, à la différence de ça, c'est ce que vous trouvez dans, par exemple, la première leçon du manuel que j'ai fait avec Deki, ou dans n'importe quel manuel pour apprendre à lire le tibétain, vous vous retrouvez avec les 30 lettres de l'alphabet. Et on les apprend. Ok. Eh bien, l'idée, c'est de les apprendre, oui, évidemment, mais de les apprendre dans le contexte. Et le contexte, c'est celui d'un texte. Alors après, et là, c'est le deuxième objectif, on peut aussi apprendre des syllabes clés, c'est-à-dire des syllabes qui nous serviront de point de repère, nous aidant à la lecture. Et ça, on verra ensuite. Donc voilà, c'est un peu... Il y a deux objectifs, on pourrait dire. Il y a vraiment... Alors, le premier objectif, c'est apprendre à lire. Ça, on est d'accord. Mais c'est lire pas dans n'importe quel contexte, dans un contexte précis, c'est le contexte d'un texte. Alors, je tente quelque chose, hein. Soyons clairs, j'ai jamais fait ça. J'ai honnêtement jamais essayé d'apprendre à quelqu'un à lire le tibétain de cette manière-là.
mais il y a pas mal de choses qui me poussent à vouloir le faire. C'est d'une part, on pourrait dire, est-ce que c'est un choix ou une envie personnelle, j'en sais rien, mais c'est une sorte de conviction qui fait que quand on place les choses dans un contexte, ça me vient certainement de l'explication du Dharma, dès qu'on contextualise, on comprend mieux les choses. Et cette contextualisation, elle est extrêmement importante parce que elle met tout de suite un élément dans un ensemble. Et le fait de le mettre dans un ensemble le relie aux différents éléments qui composent cet ensemble. Et en fait, dans la lecture, c'est exactement ce dont il est question. C'est-à-dire qu'on va voir que on arrive à un son, que ce soit chom ou n'importe quel son, ba ou den ou cha, n'importe, on arrive au son final d'une syllabe du fait de ce qui la compose. Tout le temps. Tout le temps. Donc, c'est intéressant pour nous de comprendre tout de suite, non pas lecture pour lecture, mais lecture égale son. C'est-à-dire c'est un son. Pourquoi ? Parce qu'un signe, c'est toujours une convention du son. C'est-à-dire que quand on dit A, on aurait très bien pu décider que A, c'est un trait. C'est pas une lettre comme on la dessine nous. Donc, une lettre, c'est forcément une représentation conceptuelle d'un son. Donc c'est d'abord un son qu'on apprend. Et c'est un son qui se trouve en tibétain, est celui d'une syllabe donnée en fonction de ce qui la compose. C'est-à-dire des préfixes, c'est-à-dire des suffixes, éventuellement des lettres qui se trouvent au-dessus ou des lettres qui se trouvent au-dessous. D'accord ? Donc un des enjeux, ça va être de repérer la lettre racine. On verra tout ça. Donc, ça veut dire que la première page, ça sera toujours à peu près ça. C'est-à-dire un extrait de texte, peut-être le même d'une leçon à l'autre, mais où on va changer de lettre que l'on repère. Ici, l'idée, c'est d'y aller tranquille. Et d'y aller tranquille, ça veut dire qu'on va d'abord prendre les deux, ici, premières lignes du tableau. C'est-à-dire les deux premières lignes du tableau et d'essayer de voir où se trouvent ces lettres dans le texte. Donc on verra qu'en l'occurrence, on en trouve 1, 2, 3, 4, mais les autres, on ne les trouve pas. Pas grave du tout. Mais ça nous donne des points d'entrée. C'est-à-dire que nos points d'entrée dans le tableau, ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça. Quand on a des points d'entrée, ensuite c'est plus facile de combler les trous. Beaucoup plus. Parce qu'on a des points de repère. On a une sorte de géographie intérieure du tableau qui se dessine, du fait d'aborder les choses de cette manière-là. D'accord ? Attendez, j'enlève les notifications, sinon ça va m'ennuyer pendant tout le long, ça ne va pas le faire. Donc hop, et voilà, très bien. Donc voilà, pas de notification, c'est beaucoup mieux. Donc, je poursuis. Deuxième page de la leçon, c'est ça, avec une règle. Je l'ai mis en rouge, histoire de bien comprendre que c'est hyper important. C'est qu'une syllabe est toujours séparée par un point et une seule lettre peut être une syllabe. Ça, c'est extrêmement important. Si vous regardez ici, là, dans le tableau, ce tableau, pour nous, c'est des lettres. Ouais, c'est juste. Mais surtout, ce sont des syllabes. Et ça, c'est pas fréquent. Parce que pour nous, une syllabe, c'est jamais une seule lettre, en français. Quand vous dites pain, c'est 4 lettres. Mais P tout seul, c'est pas une syllabe. D'accord ? Alors qu'en tibétain, c'est tout le contraire. En tibétain, K, c'est une lettre, oui, mais c'est une syllabe. Et il y a une deuxième chose à savoir par rapport à la langue tibétaine, c'est que le tibétain, je ne l'ai pas mis, mais bon, ça je vous le dis, le tibétain est une langue monosyllabique. Monosyllabique, ça veut dire que c'est une langue qui fait que une syllabe est toujours liée à un sens. Une lettre, donc une lettre, c'est-à-dire une syllabe, est porteuse d'un sens monosyllabique. Donc, on se retrouve avec des très petites entités de sens, qui sont les syllabes, et la combinaison des syllabes entre elles vous permet de créer des mots, tout simplement.
Vous voyez l'idée? Donc, le tibétain comme langue monosyllabique, ça c'est une notion hyper importante. D'ailleurs, j'aurais pu le mettre, mais j'y ai pas pensé. Mais je vais vous le coller un de ces quatre, il n'y a absolument pas de doute. Et puis ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que, oui, super, langue monosyllabique, mais une syllabe, c'est toujours séparé par un point. Et une seule lettre peut être une syllabe. Ça, c'est super important. Vraiment. Ça, c'est notre deuxième page. Notre deuxième page, c'est le tableau. Alors, la deuxième page, elle va changer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a parfaitement compris le tableau, ben, on passera aux autres étapes de l'apprentissage de l'alphabet. Quand je dis les autres étapes, et là, on ira d'une manière assez traditionnelle, c'est-à-dire de la manière dont les Tibétains le conçoivent. C'est-à-dire qu'après avoir appris ces lettres, on apprend les signes voyelles, après on apprend les ratas, les yatas, etc. On verra ça ensemble. Ensuite les suscrites, ensuite les soutrites, voilà. On verra. Et donc la construction de la compréhension de la lecture, elle se fait à travers des étapes. Donc cette page 2, elle va changer. Chaque fois qu'on aura franchi une étape, on retrouvera autre chose. Page 3, ici c'est les tons. Cette page, elle changera forcément. Mais c'est juste rappeler une grosse évidence, c'est-à-dire qu'en tibétain, il y en a 3. Après, il y a des choses très intéressantes sur Internet, sur YouTube, avec des Tibétains qui font des vidéos pour apprendre à lire, à écrire. Alors, il y a des choses passionnantes, même pour le sous-traducteur d'ailleurs, mais j'ai écouté, c'est un peu compliqué. C'est un des participants qui nous en parle. C'est parfait, mais je pense que comme point de départ de l'apprentissage de la lecture, ce sera trop compliqué. Mais je vous le mettrai soit dans les ressources, soit dans le groupe WhatsApp. Ça vous permettra de vous faire un peu l'oreille avec des choses comme ça. Mais pour les tons, et j'y pense à ces histoires de vidéos avec les Tibétains, parce qu'il y a justement une vidéo intéressante avec une explication sur les tons. Et donc ici, c'est un petit résumé qui vient pas forcément de cette vidéo d'ailleurs, mais qui nous dit simplement que on a 3 tons. On a un ton haut et sec, un ton expiré et haut, ou alors haut et expiré, j'aurais pu dire, et puis un ton expiré légèrement et bas, c'est-à-dire qui va vers le bas. Ça, c'est nos 3 tons. Exemple tout de suite. Ka, ka, ka. Alors, conseil de pèlerin sur la grande route de l'apprentissage de la lecture, vous avez tout intérêt à exagérer votre diction au début. Vraiment. C'est-à-dire que quand, et on va, là vous aurez l'habitude de le faire au bout d'un moment, on fera des exercices d'épellation, de lecture, etc. Pour bien réussir à prononcer à terme le tibétain, vous avez intérêt de vous entraîner à exagérer les tons au début. Pourquoi ? Parce que pour nous, francophones, un ton expiré comme le H anglais, eh bien bonjour. Si vous ne faites pas l'effort dès le début, vous ne le ferez jamais. C'est-à-dire qu'ensuite, vous allez rencontrer des syllabes tibétaines qui nécessitent, n'oubliez pas, le tibétain, en plus d'être monosyllabique, le tibétain est une langue tonale. Et une langue tonale, ça veut dire que, voilà, c'est une langue qui se distingue par ses tons, comme le chinois. Je ne dis pas que le tibétain est comme le chinois, mais c'est une manière de rappeler que le ton est indicateur de sens. Vraiment. Si vous dites, je sais pas, moi je me rappelle une fois, quiproquo avec l'Amatonzong, entre chercher et dormir. Il y a un entretien que je dois traduire, et puis la personne n'est pas là. Donc, ok, je pars la chercher. Et je reviens, et puis j'utilise le mot, le verbe, pour dire chercher. Voilà. Et puis il se trouve que dans la prononciation, niaison et niaison, eh bien, ça peut soit signifier chercher, ou chercher, trouver, soit signifier dormir. Et donc, moi, je dis à la Matonong, je lui dis, j'ai pas trouvé la personne, et la Matonong, il entend, elle dort pas.
Donc il me dit, mais pourquoi, c'est quoi l'idée de dormir? Et puis là, je comprends le quiproquo, et puis je lui dis, non, 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 c'est juste, je ne l'ai pas trouvé. Donc voilà, pour un Tibétain, les tons, c'est très important. Des fois, ils sont gentils, ils nous font pas les remarques, mais s'ils ne prennent pas des pincettes, ils nous disent, ah non, 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 ça ne va pas du tout. Donc, il va falloir s'habituer à exagérer. Et donc, quand on verra une lettre expirée comme K, de bien dire K. K, expiré. Et vraiment, K, l'expiré. Et donc, quand on dira le mot pour l'eau, on dira chou. On ne dira pas chou. Parce que si vous dites chou, ben non, vous ne dites pas l'eau en tibétain. Chou, c'est l'eau. Chou, c'est pas l'eau. Si vous dites kangpa, et si vous dites kangpa, vous ne dites pas le même mot. Vous entendez peut-être la même chose. Mais kangpa, c'est la jambe, et kangpa, c'est la maison. Ben, c'est pas le même mot. Et donc, pour les Tibétains, c'est pas le même mot. À cause du ton. Voilà, donc il faudra s'habituer à ça. Je continue ma petite présentation. Ensuite, vous avez lettres dans le contexte. Et je me suis dit, tiens, on va faire là, parce qu'en général, je ne fais pas du tout, je n'ai jamais fait, mais pourquoi pas, c'est de prendre une syllabe et puis de décortiquer sous forme de petites formules. Par exemple, et là on reprendra, vous inquiétez pas, mais Mao, Cha, Narocho, Machom. Donc vous avez, on pourrait dire, tout ce qui compose la syllabe et puis le résultat de la syllabe. Donc Mao, Cha, Naro, Cho, plus Ma égale Chom. D'accord? Une espèce de formule pour comprendre comment ça se compose. Ça, c'est, on pourrait dire, un rappel. C'est les lettres toujours dans leur contexte. Ensuite, vous avez une petite explication chaque fois sur pourquoi ces mots et puis ce qu'on peut en dire. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, on ne va pas perdre de temps là-dessus. Donc voilà, il n'y a pas d'autres pages, ben non, il n'y en a pas d'autres pages. Donc voilà, on va repartir avec notre page ici dans le texte. Alors, ce qu'on va faire d'abord, c'est que je vous ai dit au tout début de cette leçon, il y a l'idée du son, c'est-à-dire c'est pas juste une graphie. Oui. Jean-Marc, oui. c'est Claire, bonjour. Oui, Claire. Du coup, t'as pas la traduction, hein, t'as pas mis la traduction. Non, pas du tout. Alors, je peux vous rajouter la traduction. Non, 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 mais alors, tout est possible. De toute manière, oublions pas, j'ouvre une petite parenthèse. Ce cours, je teste des choses. Ça m'intéresse. J'adore ça. C'est-à-dire, j'aime bien essayer de trouver des moyens pédagogiques pour faire comprendre les choses. Donc là, je teste des choses. Je me suis dit, je ne vais pas mettre la traduction. Parce que si je mets la traduction, qu'est-ce qui va se passer? Forcément, on va rentrer dans la traduction. C'est-à-dire, on va rentrer dans la compréhension du texte. Là, je vous propose autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire. On va bien sûr le faire. Et puis, la traduction, elle existe. Et puis, voilà. Mais on va y aller par petites touches. On va y aller comme des gens qui rentrent dans une forêt, qui ne savent pas comment c'est une forêt. Et puis, ils vont petit à petit essayer de repérer. Et c'est en vivant dans la forêt qu'ils vont commencer à donner une intelligence. C'est-à-dire, ils vont avoir un rapport intelligible avec la forêt. Donc, l'idée, c'est d'avoir une progression lente. Ça ne veut pas dire lent pour lent, ce n'est pas la lenteur pour elle-même. C'est simplement dans l'approche, prendre le texte pour lui-même, dans son côté presque tactile, palpable, au niveau sonore. Et puis, petit à petit, on arrivera au sens, évidemment. Mais c'est intéressant d'être confronté d'abord au texte. Et d'être confronté pas seulement au texte, mais d'être confronté au texte sonore. Et puis de toute façon, après le sens, on en parlera, évidemment. Mais je ne voulais pas faire la même chose que dans l'autre groupe, parce que dans l'autre groupe, on arrive très vite au sens et à la traduction, vu qu'on fait de l'analyse de texte aussi, pour pouvoir comprendre la lecture d'un texte. Bref. Mais on verra. Après, s'il y a un réel besoin de mettre la traduction, j'en mettrai une. On verra. Mais on va d'abord essayer autre chose. Et d'ailleurs, on va tout de suite essayer. C'est-à-dire que le but, c'est de travailler sur les deux premières, je vous le remontre ici, c'est de travailler sur ça. Donc pour nous, c'est de comprendre ces différentes lettres dans leur contexte. Alors là,
Petit à petit, vous allez voir comment ça s'organise, cette série. En général, c'est pareil pour les 5 premières lignes. Vous avez tac, 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 tac. Et tac, 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 les premiers tac, 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 c'est toujours les mêmes tons. C'est-à-dire ka, ka, ka. Chaque fois. Cha, cha, cha. De toute façon, vous avez la phonétique à côté. Attention, la phonétique, elle vaut ce qu'elle vaut. C'est une béquille, pure béquille. Elle n'a pas de valeur. Si ce n'est celle de vous aider à vous rappeler de la manière dont on le prononce. C'est pour ça que je vais essayer de rester le plus possible dans le tibétain en me servant le moins possible de la phonétique, mais ce n'est pas toujours possible. Donc, notre boulot, d'abord, c'est le repère. C'est-à-dire, c'est le repère de ça dans le texte. Alors, forcément, je vous ai mâché le travail. C'est bien et c'est pas bien. Parce que, je m'explique. L'idée, si vous avez envie de faire de l'exercice, c'est que vous pouvez évidemment ensuite, mais faites-en pas trop à la fois. Franchement, allez-y tranquille. Mais vous pouvez très bien prendre les 30 lettres ici dans le tableau et puis essayer de les repérer dans le texte. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin de moi pour le faire. Mais on pourrait dire que l'exercice, c'est le repérage. Pourquoi le repérage? Parce que déjà, il faut les repérer visuellement. Il faut les avoir vues, les lettres. Et puis, l'idée des repérages, c'est quoi? L'idée des repérages, c'est qu'à partir du moment où vous avez des points d'ancrage forts, vous avez toujours des points de repère. Repérer une lettre, ça veut dire qu'après, vous avez des points de repère dans le texte. Et ça, c'est très important d'avoir des points de repère dans le texte. Parce que même si vous ne lisez pas parfaitement le texte, petit à petit, vous allez l'éclairer à partir des points de repère. Donc, là pour nous, les 2 premières lignes. Alors, les 2 premières lignes, ils vont se retrouver là-dedans. Et ce là-dedans, d'abord, vous allez entendre. Juste écouter le texte. Chomdendema, Sherap ki paroltu chinpe ningpo shukso. Ça, c'est le titre. Ensuite, vous réécouterez le replay. Mais c'est simplement pour avoir le son. Chomdendema, Sherap ki paroltu chinpe ningpo shukso. Ça, c'est le titre. Le titre qui nous dit, ici, il est question de la Bhagavati, la vertu de sagesse transcendante. Voilà, vous l'avez la traduction. Et vous l'avez d'une manière orale. Ensuite, on nous dit, Jagarketu, en indien, en hindi, Bhagavati Prajna Paramita Hridaya. Ça, c'est le titre en sanskrit. Comme toujours dans un sutra, on commence par donner son nom en sanskrit. Bhagavati Prajna Paramita Hridaya. Voilà. Ensuite, vous avez Peketu. Ça veut dire en tibétain. Toujours dans les sutras, vous avez d'abord le titre en sanskrit. Ensuite, vous avez le titre en tibétain. Systématiquement. Et là, on a donc, en tibétain, Chomdendema Sherabgi Paroltu Chinpe Ningpo. Voilà, vous avez le titre en tibétain. Et ensuite, on commence le sutra. Chomdendema Sherabgi Paroltu Chimpala Chatselo. Et ça, voilà, c'est la première partie. Donc, idéalement, on pourrait presque apprendre le texte d'une manière sonore. On pourrait dire Gagarketu Bhagavati Prajna Paramita Hridaya Peketu Chomdendema Sherabgi Paroltu Chimpe Ningpo Chomdendema Sherabgi Paroltu Chimbala Chatselo. Ça, c'est le sutra, on pourrait dire, non pas juste lu comme ça à toute berzingue, mais c'est le sutra lu comme une lecture d'un texte en prose. Voilà, ça c'est notre contexte. On va rentrer là-dedans, on va rentrer dans cet univers sonore, cet univers du sens aussi, puis on va y aller avec nos points de repère. Je vous rappelle que on s'occupe de 2 lignes. La ligne des ka et la ligne des cha. Donc c'est pas trop compliqué. Donc,
En gros, je vous rappelle, ka, 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 nga. Ok. Cha, 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 nya. Donc vous voyez que les deux dernières, elles sont un peu différentes que le premier groupe. Donc c'est déjà simple comme repère. C'est-à-dire que là, on a les sons ka, là, on a les sons cha. Et c'est ça qu'on va d'abord repérer. Là, on y va dans l'ordre que les Tibétains ont donné à leur alphabet, évidemment. Donc, ici, dans notre texte, j'ai mis des points verts. J'ai mis des points verts parce que ici, cha, ça c'en est un. Cha. Comme chomdendema. Et c'est là où le contexte importe. Parce que cha, juste tout seul, non. Mais chomdendema, c'est Bhagavati. Et ça, petit à petit, vous allez l'entendre. Alors là, par exemple, pendant que je suis en train de le dire, je vous vois la plupart la bouche fermée, vous pouvez la voir ouverte, la bouche. Ça ne veut pas dire que vous ouvrez votre micro, mais vous ouvrez votre bouche. Et donc, vous pouvez dire aussi chomdendema. Chomdendema. Parce que le texte, vous allez l'apprendre parce que vous le répétez, vous le dites chomdendema, chomdende. Chomdende, ça veut dire Bhagawan. Hein? Le Bouddha Bhagawan. Hein? Chomdende, chomdende. Donc chomdende, je fais exprès de répéter, mais répétez. Chomdende, dites-le. Chomdende, chomdende, chomdendema. Donc chom, donc chom. Et le chom, là, il y a le cha dedans. Et vous repérez le cha. Et le cha, il intervient dans une syllabe qui dit chom. Pourquoi ça devient chom? Ça, pour l'instant, c'est mystérieux. Laissez le mystère de côté. Il n'est pas si mystérieux que ça. Vous allez voir que c'est simple. Le but de cette méthode, c'est de faire de l'apprentissage du tibétain quelque chose d'hyper simple. Et puis de sympa et de découverte. C'est pas juste se taper des listes de choses qu'on ne comprend pas. C'est simplement que si vous avez clairement compris que ça, c'est cha, parce que ça, c'est votre point de repère. Les lettres sont votre point de repère. Les 30 lettres vont être votre point de repère. Donc vous avez cha, et le contexte de cha, ici, c'est chom. Pour une bonne raison, il se trouve que le cha devient chom. Alors pourquoi ça devient chom? On verra bien. Mais c'est chom. Voilà une autre lettre. La première de notre tableau. C'est celle-là. C'est le K. Donc ici, on le retrouve. Et ici, dans son contexte, on dit qui. Donc de K, on part à qui. On arrive plutôt à qui. Ok, qui. Alors pourquoi? De nouveau, pareil. Vous aurez la résolution de tout ça, il n'y a pas de problème. Mais de nouveau, notre point de repère. Cha, Ka. Ok, ça veut dire que sur les deux premières lignes, voilà, on en a déjà repéré deux. On a repéré Ka, on a repéré Cha. Le but de ces repères, c'est aussi de les apprendre par cœur. C'est-à-dire que les lettres, vous allez vraiment les apprendre. C'est-à-dire que vous vous dites, ok, il n'y en a pas des tonnes là. Il y en a 1, 2, 3, 4. Évidemment, vous n'avez pas besoin de vous limiter à 4 si vous ne voulez pas vous limiter à 4. Mais on va considérer que la prochaine fois, ces 4-là, il n'y a pas photo, vous les connaissez par cœur. Quand je veux dire par cœur, ça veut dire que dans un texte, vous les repérez. C'est pas que vous savez les lire parce que vous avez appris, bien sûr, vous dites toujours dans le même ordre, et puis vous finissez par vous repérer un peu comme ça. Non, c'est beaucoup plus que ça. Ça veut dire que dans un texte, vous grattez à gauche, à droite, puis vous dites « Ah, elle est là, ah, elle est là, ah, elle est là, ah, elle est là. » D'accord? Parce que c'est ça qui fait que vous la connaissez, la lettre. C'est que vous la repérez. Vous la reconnaissez. Vous la connaissez, et vous vous dites « Ah, c'est toi. Ah, t'es un K. Ah, t'es un Cha. Ah, t'es un K. » Etc. Et donc, ça veut dire que vous avez vraiment acquis la connaissance de la lettre. Et donc, dans le contexte, ok, vous le repérez. C'est un peu comme identifier quelque chose dans une forêt. Si vous identifiez quelque chose dans une forêt, ça veut dire que vous le connaissez. Si vous dites à quelqu'un, imaginez vous êtes dans une forêt, et vous dites à quelqu'un, oh, quel joli pin bleu. Lui, il regarde la forêt, il dit, de quoi tu causes là? Parce que pour lui, c'est tout vert. D'accord? Pour la personne, là, à côté de vous, c'est juste tout vert. Et puis vous dites, non, regarde, là, il y a un chêne-liège,
Et puis là, il y a un noyer, je dis n'importe quoi. Bon, vous m'avez compris. Mais ça veut dire que vous avez des repères. C'est-à-dire la forêt, elle devient lisible pour vous. D'accord? Donc vous n'avez pas juste une étendue verte. Vous pouvez identifier tel arbre. Et donc vous pouvez communiquer cette connaissance à quelqu'un d'à côté. Ça semble une grosse évidence ce que je suis en train de dire. Oui, mais n'empêche que c'est une connaissance extraordinairement importante qui fait que vous rendez intelligible la forêt que vous êtes en train de parcourir. Eh bien, c'est exactement la même chose avec un texte. C'est-à-dire que dans le texte, même si vous ne connaissez pas encore le fin mot du texte, le texte, ce n'est pas juste une espèce de charabia incompréhensible. C'est quelque chose où vous avez des points de repère. Et quand on a des points de repère, on fait. On est tranquille. On est rassuré. Et ça va beaucoup mieux. Ce qui fait que le sutra ne devient pas une espèce de montagne infranchissable. Le texte devient quelque chose qu'on peut aborder, qu'on peut approcher, grâce au point de repère. Donc voilà, un point de repère, un deuxième point de repère. Voilà un autre point de repère, le nya. Ah, j'ai oublié de le noter. Alors attendez voir, tac, hop, le nya. Voilà, je l'avais oublié celui-là. Le nya, très bien. Donc, le nya. Là, on retrouve on retrouve une lettre. Nya. Ok. On en retrouve une autre. Le nga. Donc, le nga. Donc, le nya. Ok. On continue notre texte. Tiens, on trouve ici le ka. Celui-là. D'accord? Mais on le trouve dans deux contextes différents. Dans ce contexte-là. Dans ce contexte-là. C'est pas les mêmes contextes. Mais c'est toujours la même lettre. Donc, gya, gar. Hein? Gagar pour dire l'Inde. Mais une fois c'est gya, une fois c'est kar, qu'on prononcera gar par habitude. Mais sinon c'est gya, kar. On verra pourquoi. Après, celle-là, on l'a déjà repérée. C'est quoi celle-là déjà? Quelqu'un qui l'aurait jamais vue de sa vie et qui pour la première fois la voit. C'est quoi ça? On l'a déjà repéré. C'est quoi comme lettre? Qui le dit? K. Parfait, c'est K. Voilà. Donc on l'a repéré. Et puis on n'a pas besoin de savoir que pour l'instant, son contexte c'est K. Il se trouve que c'est K. Mais ça veut dire qu'on part de K. Là, ce sont non seulement des points de repère, mais c'est des points de départ. C'est-à-dire que c'est toujours le point de départ du son final d'une syllabe. Cha, c'est le point de repère, mais c'est le point de départ. Ka, c'est le point de départ. Nya, c'est le point de départ. Ga, c'est le point de départ. Ka aussi, c'est le point de départ. Le point de départ en tibétain, ça s'appelle la lettre racine. Mihi. Jean-Marc, j'ai une question par rapport au ton. Oui. Quel est le ton de la quatrième colonne? Le nia, par exemple. Ici, ok. Alors, c'est des sons. Alors, nga, nya, c'est plutôt des sons bas. Et Nga, nya, c'est des sons qui tirent vers le bas. C'est ce qui est rendu par les deux A. Voilà. C'est leur parenté avec cette colonne-là. C'est-à-dire que c'est des sons bas. Par contre, ils ne sont pas expirés. C'est nga, nya, nga pour dire je, nga, nya pour dire le poisson. Ensuite, chaque lettre, mais je n'ai pas voulu en mettre des tartines, mais après, chaque lettre peut être associée aussi à un sens. On le verra petit à petit, il n'y a pas de problème. Mais là, pour l'instant, l'exercice, c'est celui-là pour nous. D'accord? Donc, chom, ki, ning. Mais ça, c'est déjà les résultats. Mais ça veut dire qu'on a nos lettres de base. Ça, c'est important. Si ce n'est que le nga, ce n'est pas une lettre de base, on verra pourquoi. Vous avez l'explication plus bas. Pas de problème. On continue nos repères. Donc, on voit que dans cette ligne-là, ok, ka, nya, ah, voilà, ok. Ça, je vous dis tout de suite, c'est une formule assez bizarre. C'est-à-dire que le tibétain utilisé pour translittérer le sanskrit, c'est très étrange. C'est-à-dire que c'est vraiment, on ne va pas se concentrer là-dessus au départ. On va juste identifier, se dire, oula, ok, c'est du sanskrit. Donc là, ça va nous suffire de nous dire, oula, méfiance, parce que pour la lecture de translittération à partir du sanskrit à partir du tibétain, c'est des fois un peu coton. Jean-Marc, Oui.
Justement, dans cet exemple que tu donnais, moi j'ai eu l'impression que le wa, quand il s'écrit comme ça, Ici, là? c'était ouais, celui-là, qui s'écrivait que pour la translittération du sanskrit. Non. Non, On peut le parce que retrouver. moi je l'ai trouvé que là-dedans dans le texte. Ouais, non, mais par exemple, le renard, ça Ah, s'écrit wa. hum, Ouais, le renard. Mais c'est rare, hein, je suis d'accord, c'est assez rare de le retrouver. Mais par exemple, le renard au Tibet, c'est pas si rare les renards. Donc par exemple, le chapeau les en peau textes. de renard, c'est fréquent là-bas. Donc washa, hein. Quoi bon, wa. Non, non, donc wa existe. Mais c'est vrai que. Alors, j'avoue tout de suite que la translittération du sanskrit grâce au tibétain, c'est d'une part assez complexe, mais d'autre part, c'est tout un chapitre. Donc, on va faire gaffe à toucher ça, parce que d'abord, il faut assurer la base. Et assurer la base, ça veut dire acquérir la connaissance de nos 30 lettres. Donc là, ensuite, sur cette ligne, on repère le ka, on repère de nouveau le cha, on repère le ki, donc le ka, on repère le nya, le nga, parce qu'on les a déjà vus avant, on repère le cha, toujours, bah dis donc, il vient souvent, cha, cha, cha. Ça, c'est justement un des buts de la méthode. Quoi, de la méthode, c'est peut-être trop dire, mais c'est que tout à coup, on se dit, ouais, mais ça, j'ai déjà vu. Bah, bien sûr, vous l'avez vu. Mais tant mieux que vous l'avez déjà vu. Parce que si vous l'avez déjà vu, vous pouvez le repérer. Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, ben, cha, vous savez que c'est chom en l'occurrence. Alors même si vous n'avez pas appris exactement comment ça se construit, comment et pourquoi on dit chom à la fin, donc vous voyez qu'il y a chom, qu'il y a chom, qu'il y a chom, et ça vous aide petit à petit à mémoriser. Donc il va y avoir des possibilités de comprendre que là en l'occurrence ce cha, c'est chom, sans que vous ayez pourtant complètement compris comment ça s'organise au sein de la syllabe. Et ça, cette organisation technique de pourquoi une syllabe, elle s'organise de telle manière pour produire chom, on va y arriver, rassurez-vous, ça fait partie des étapes, mais par la bande, déjà maintenant, on se familiarise à ça. Parce que c'est son contexte réel, qui est le contexte de la syllabe. Donc cha existe aussi dans chom, complètement. De toute façon, à force de dire chom, vous allez finir par dire que, ah oui, ça c'est chom. Et puis, c'est l'intérêt d'ailleurs. C'est-à-dire qu'après, vous direz, ah bon, ok, ça c'est chom. Je ne sais pas encore exactement pourquoi, mais je sais que c'est chom. Et de toute façon, je vais vous donner un indice, et je vous le donne tout de suite, l'indice. C'est parce qu'ici, vous avez un signe voyelle. Parce que le cha plus le signe voyelle, c'est-à-dire le signe O, ça fait cha, cho. Mais je ne vais pas aller beaucoup plus loin, parce qu'après, c'est cha, cho, chom. Là, de toute façon, rassurez-vous, vous l'avez là. C'est-à-dire que là, c'est la partie prise de tête. Hein. Donc, quand vous avez envie de passer à une autre technique, plus mentale, donc vous apprenez la construction, non pas du tout théorique, mais simplement par l'explication du mode d'épellation. Comme je vous le grossis ici pour vous montrer, c'est juste un exemple, mais ici, vous avez chom. Alors, vous avez de la phonétique, là, évidemment, et ça, c'est l'épellation de ça. C'est-à-dire, mao, cha, naro égale cho, plus ma, ça donne chom. Mais, encore une fois, je ne vous dis pas encore tout. Et je fais exprès. Parce qu'on y arrivera, pas de problème. Et puis là, d'abord, je me suis trompé. C'est pas Mao, c'est pas Pourquoi O. Mao? Non, non, c'est une erreur horrible. Ah, oui. Mais oui, je corrigerai ça. Je vous enverrai ça par mail, pas de problème, je corrigerai ça. Ça va pas du tout, là. Aïe, aïe, aïe. Donc, je me mets une croix, là. Voilà, pas que j'oublie. Je vous corrigerai ça. C'est pas Mao, c'est pas O. Ah, oh, d'accord. C'est pas O. Non, non, mais ça, c'est pas un problème. Bon, voilà. Donc, ok. Et ça reste chum ou du coup ça devient un autre mot? Si c'est pas O, ça reste chum, T la lettre? Alors ça, justement, alors, comment aborder ça?
une syllabe, donc ça c'est son contexte, par exemple chom, hein, ici. Donc une syllabe, elle se compose de différents éléments. Ces différents éléments, c'est ce qu'on appellerait, nous, l'orthographe. C'est-à-dire qu'en tibétain, on peut avoir plein d'homophones, c'est-à-dire que vous avez plein de manières d'écrire chom. Mais si vous voulez donner le sens que cette syllabe possède, vous êtes obligé de l'écrire de cette manière-là. C'est exactement comme en français, avec vers, vers, vers. Si vous voulez, c'est le même son, mais si vous voulez donner le sens que vers, VE2RE ou VERS possède, vous êtes obligé de respecter l'orthographe. C'est le même principe en tibétain. Ce qui fait que vous pourriez avoir une autre construction pour dire chom, mais dans ce cas-là, ça ne signifierait pas la même chose. Tout simplement. Vous voyez l'idée? Ok. Donc, là, on a nos repères. On a fait nos repères. Donc, maintenant, on a fait nos repères pourquoi? Pour apprendre ça. C'est-à-dire pour apprendre ces 8 lettres. Donc là, vous voyez, c'est la méthode rapide. C'est-à-dire qu'on estime, quoi on estime, il n'y a personne qui s'appelle on, mais je m'imagine qu'au terme de cette leçon, si on a comme repère ka, cha, ka, nga et nya, ce qui est déjà énorme, si vous n'avez jamais fait de tibétain de votre vie, est-ce que quelqu'un là parmi vous n'a jamais fait de tibétain de sa vie? J'essaie de repérer. Oui, moi, je n'ai jamais fait. Sylvia, j'ai jamais fait de tibétain. Ok, Sylvia. Alors, Sylvia, c'est parfait que tu sois là. Enfin, merci. Oui. Dis-moi. Oui, j'ai déjà vu les textes, voilà, j'ai déjà vu la calligraphie, mais l'étudier vraiment, non, jamais. D'accord. Alors, Sylvia, je te demande vraiment instamment de me dire quand tu es paumé. Vraiment, c'est super important. Oui, il n'y a pas de souci. Merci. Mais c'est parce que ça va être très utile, parce que si les autres savent déjà un peu, donc les autres, ils ont des points de repère à eux. D'accord? Donc toi, tu vas pouvoir m'aider à me dire, tiens, ok, j'ai perdu personne en route. Et la manière de faire les choses, elle est utile. Alors par exemple, on va tout de suite mettre ça à l'épreuve. C'est-à-dire que là, pour toi, le fait de repérer, est-ce que ça te semble pertinent? C'est-à-dire, est-ce que... Ah oui, complètement. Oui, complètement. Très bien, ok, super. Est-ce que tu dirais donc dans ce cas que pour ces 2 colonnes, pour toi, Sylvia, K devient presque évident au terme de cette leçon, comme le K, par exemple, est-ce que ces 2 lettres, tu te dirais, même le Cha, en tout cas pour le Nga, éventuellement aussi le Nya, est-ce que tu dirais que tu as déjà une petite familiarisation, en tout cas, est-ce que tu pourrais commencer à les reconnaître, à les repérer, là? Ah oui, complètement, oui, ça oui. Parfait, oui, ça, oui. Parfait. Oui. Tu les connaissais déjà avant ou pas du tout? Pas du tout. Disons que les textes de pratique que j'ai, il y a la phonétique dessous, mais il y a quand même le tibétain, donc voilà, visuellement, oui, j'ai... D'accord, ok, très bien. Mais par exemple, là, ou alors par exemple, je ne sais pas, si je pointais cette lettre-là, ici, est-ce que tu pourrais me dire quelle est cette lettre? Tu la connais ou pas? Alors, celle-ci, je sèche. D'accord, très bien. Ok, parfait. Je sèche. Non, je ne vois pas. Très bien. Par contre, le Cha, imaginons que, je ne sais pas, je vais faire ça. Attends, voilà. Donc, tu m'as peut-être vu faire, donc ça va pas. Regarde pas l'écran, là, 2 secondes, d'accord, Sylvia? Hein? Tu regardes pas, d'accord? Oui, je regarde pas. Tu regardes pas, on joue à cache-cache. Donc, hop. Et puis, voilà, hop. Alors. Ok, tu peux regarder. Voilà. Donc, celle-là, le Cha, tu l'as repéré, t'es d'accord? Oui. Ok, très bien. Alors, dis-moi où tu la retrouves dans le texte, là. Sur cette ligne, celle-là, 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 celle-là. 1, 2, 3. Oui, 4e ligne. Où ça? Par ici, là? 3e bloc, là, voilà. Ici. Voilà, Ok, très bien. Et où est-ce que tu la trouves? Et la ligne du dessous, juste à droite également. Ok, voilà. ici. Dernier bloc. Très bien.
Est-ce qu'elle serait là encore? Oui. Non. Très bien. Donc là, c'est parfait. Parce que Sylvia, en fait, ce que tu as fait, c'est que tu es parti chercher les œufs. C'est Pâques. C'est ça. Et puis voilà, on est dans le jardin. Alors l'intérêt de ça, c'est que en fait, mine de rien, et c'est vraiment très important, mine de rien, c'est ce qui te permet d'apprendre. Parce que le repère, ça te permet d'apprendre. Quand tu cherches les œufs, ça veut dire que tu sais quels sont les œufs. Si on t'a jamais dit c'est un œuf, tu ne peux pas aller chercher les œufs. Donc, on est un peu dans le même principe. C'est-à-dire que si tu as décidé que ça c'est un tcha, et que ça c'est un ka, et que ça c'est un nya, et ça c'est un nga, tu vas pouvoir les repérer. Et tu vas pouvoir les repérer dans le texte. Exactement comme un enfant qui est capable d'aller, ou un adulte, évidemment, il n'y a pas une question d'enfant adulte par rapport à ça, mais qui va pouvoir aller repérer les œufs dans le jardin. Parce que, il les identifie. Donc là, on est dans un processus d'identification. On n'est pas simplement dans un processus d'apprentissage de la lettre, on est dans un processus d'identification. Et d'identification, idéalement, du son avec la forme. C'est-à-dire que là, on s'en fiche d'une certaine manière, qui est tout ça autour. Ce qu'on veut repérer, c'est tcha. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'en le repérant, on repère la lettre de base. Pas toujours, parce qu'ici, en l'occurrence, le nga n'est pas la lettre de base. Mais c'est égal. Mais mine de rien, c'est quand même globalement, dans la plupart des cas, c'est vraiment, ça va nous permettre de repérer des éléments importants de la syllabe. Donc, chom, très bien. Donc, Jean-Marc, oui, je t'en prie. J'ai une question sur le fameux chom. Oui. Peut-être c'est pas l'objet de la leçon d'aujourd'hui, mais est-ce que tu y viendras un jour? Autant le cha narocho, je comprends. Le M à la fin. Dans chom, j'entends, mais j'entends pas le T d'attaque. Est-ce que c'est parce que quand on met un pa plus la suite, ça peut pas se faire, et est-ce qu'il y a une règle qui fait que ce pa se transforme en te? Voilà. Non, pas du tout. Alors, bien sûr qu'on y viendra. Parce qu'en fait, le pao, ici, ce que j'ai faussement noté mao, c'est un pao. Pas grave, ça je repérerai. Je réparerai. Le pao, c'est un préfixe. Les préfixes en tibétain, on y arrivera lorsqu'on parlera des préfixes, mais à mon avis, ça sera réglé super rapidement, parce qu'en ayant cette approche contextuelle, on va vite comprendre. Et sachez-le déjà, un préfixe n'a qu'un rôle orthographique. Ça n'a aucun rôle au niveau du son. C'est juste un rôle orthographique. C'est-à-dire que, et là, Claire, je reviens à mon repère, lettre de base, je radote, mais j'insiste, c'est-à-dire que la lettre, elle tient pour elle-même. Cha, c'est pas à cause de ce qu'il y a avant, ou de ce qu'il y a après, ou de ce qu'il y a au-dessus. La lettre pour elle-même. Cha. Et c'est ça qu'on apprend d'abord. Cha. Cha. Et il se trouve qu'il y a un préfixe. Et le préfixe, pour dire vraiment que c'est un préfixe, on dit pao. Ça, c'est une convention. On pourrait très bien dire pas. Mais si on dit pas, on ne sait pas que c'est un préfixe. Alors, pour distinguer les préfixes des lettres de base, on dit pao. Donc, pao, cha. Après, on a un naro dessus. On a le son o. Donc, tout simplement, pao, cha, naro, cho, ma, chom. Mais c'est là où il faut se méfier puis pas aller trop vite. Parce que par exemple, là, Sylvia, si tu es paumé, quand je fais ça, tu me le dis. Tu vois? Parce que là, ça va être très important. C'est-à-dire que ramener trop vite, trop de notions, ça ne va pas nous aider. Mais par contre, capter même globalement le contexte, ça c'est important. D'ailleurs, Claire, il y avait la plupart des éléments qui étaient clairs pour toi. C'est-à-dire que cha, chom, tu voyais à peu près pourquoi. À cause du ma, tu l'avais repéré. Mais bon, ça, c'était un peu pas clair. Ça va. Donc là, on peut très bien... C'est parfait. Il y a suffisamment d'éléments pour se dire, ok, chom, d'accord, j'arrive à me dire que ça peut être chom. Et là, pour nous, c'est ça. C'est d'arriver à nous dire, ah ouais, donc ça peut être ça. Donc ici, quand on a ka, autre lettre qu'on a repérée, parce qu'on est bien d'accord, ici, ka, cha, ka, nga, nya, à force de les voir. Après, celles-là, on va vite les apprendre, parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres. Il y en a 3 qu'on n'a pas vues. Donc c'est ka, cha, cha. Voilà. Et quand vous avez déjà ça, après,
Il ne faut pas qu'on les oublie, évidemment. Il ne faut pas qu'on les oublie en route. Et on ne les verra peut-être pas tout de suite dans le texte. Donc, il va falloir un peu rattraper le coup. Parce que si on attend dans le texte de trouver vraiment un cas, ça va peut-être prendre du temps. Moi, je n'en ai pas vu, là. Peut-être que j'en ai oublié un. Vous allez le repérer. C'est possible. Mais je ne crois pas. En tout cas, pas tout de suite. Je ne vois pas tout de suite le cas se profiler. Bref. Mais ici, celui-là, vous le connaissez. C'est la lettre K. Alors, il se trouve que Chomdendema Sherab ki paroltu. Sherab ki paroltu. Sherab ki paroltu chinpa. Sherab ki. Sherab ki. Qui. Ok. Qui. Alors, comment ça se fait que du K, on arrive au qui? Ben parce que ici, le K, il est accompagné. Alors, ça, c'est son contexte. Il est accompagné d'un signe au-dessus, d'un signe au-dessous. Et pour l'instant, on n'a pas besoin de le savoir, mais c'est un yata, on peut juste l'entendre comme ça, c'est un yata en dessous, c'est-à-dire c'est un ya qu'on a collé sous la lettre, et puis c'est un signe voyelle. Pour l'instant, à un autre stade, on pourrait dire que l'objectif, c'est vraiment... alors soit on a une connaissance plus ou moins déjà de toutes les lettres, donc il n'y a rien qui est très compliqué à ce stade, mais on pourrait dire que quand même l'objectif, s'il y avait une étape, par étape, la première étape, c'est vraiment d'avoir les 30 lettres sur le bout des doigts, c'est-à-dire de pouvoir les repérer dans le texte sans aucune confusion. C'est-à-dire où on pourrait dire, ça c'est quoi, 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 ça c'est quoi. Et puis immédiatement on peut le dire. Donc ça, voilà, et notre étape dans la course, c'est pas de course, mais notre étape c'est ça, c'est de vraiment avoir repéré ça. D'accord? Ok. Donc ici, K, il se trouve que le K devient qui? Chomdendema Sherab ki paroltu. Donc, qui? Parce que Kayata Kya, ça je vous le dis juste, avant on y reviendra. Kayata Kya, et puis ensuite un gigou pour dire Kayata Kya, gigou ki. Là, il y a quelque chose qui peut-être déjà peut être fait comme lien. C'est-à-dire entre chom et ki, le lien, alors c'est un lien dans le sens où on voit un signe voyelle qui est au-dessus de la lettre, et on voit ici un signe voyelle qui est au-dessus de la lettre. Vous allez voir, c'est très simple les signes voyelles. Il y en a 4, c'est pas très compliqué. Ici, c'est le son O, ici, c'est le son I. Donc là, on est déjà en train de manger sur les étapes d'après. Mais ça va très bien, si vous repérez. Mais de nouveau, c'est simplement vous montrer qu'on a toujours une lettre de base, en tout cas ici, et puis une lettre de base, elle est accompagnée d'un ensemble d'éléments qui donne comme son final qui, ou comme son final chom. Ici, pareil. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Là où c'est pas plus compliqué, mais c'est un peu plus riche. C'est-à-dire qu'on a une lettre, le nya, très bien, hein, on l'a ici. Cha, 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 nya, très bien, nya. On a notre lettre ici, le nya. Et puis de nya, on arrive à ning, ningpo, pour dire le cœur. Hein? Quand ici on a ce mot ici, c'est ningpo, c'est le cœur. Hein? Pour dire en sanskrit hirdaya. Hirdaya. Hirdaya, c'est le cœur. Hein? On l'a ici. Hirdaya. Ça, c'est le cœur en sanskrit. Donc ici, ningpo. Alors maintenant, pourquoi ning? Ning, d'abord il y a un nya. Puis après, on va apprendre que là, on a de nouveau un signe voyelle. Donc là, ça sera un autre repère. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié les signes voyelles, on ne se prend plus les pieds dans le tapis avec les signes voyelles. Ça ne pose pas de problème. Donc on a nya qui devient ni. Alors maintenant, on a le sa. Alors le sa, on ne sait pas trop quoi en faire. Le sa, c'est simplement orthographique, encore une fois. C'est comme notre préfixe. C'est juste pour... voilà. Parce que nya, 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 il peut y en avoir 15 de nya. Simplement, il y a des nya qui veulent dire, ou des ning, 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 vous en aurez plein. Mais il y a un ning qui veut dire cœur. C'est celui-là. Si vous dites ning pour dire vieux, c'est pas le même. Donc, ning, c'est vieux, et ning, c'est cœur. C'est que l'orthographe qui vous permet de faire la distinction. Il n'y a rien d'autre qui vous permet de faire la distinction. Donc, c'est orthographique.
Mais le principe, en faisant cet exercice ensemble, c'est de comprendre le principe. C'est-à-dire que vous avez toujours une lettre de base qui va être influencée par les éléments autour. On pourrait dire, pour donner une autre image, c'est comme vous avez de l'eau ou du lait. Prenons du lait, parce que le lait, c'est blanc. Et puis, dans le lait, vous mettez une goutte rouge, vous mettez une goutte bleue, et vous changez la couleur du lait. Donc, chaque fois qu'il y a des éléments, vous changez un petit peu. C'est-à-dire que vous avez nia. Si vous mettez un peu de i dans le nia, eh ben, le nia devient ni. D'accord? Vous avez mis un peu de couleur i dans le nia. Donc, nia devient ni. Là, vous avez mis un peu de couleur o dans le cha. Donc, le cha devient cho. Le principe, c'est toujours celui-là. Là, le K, vous avez le K comme lettre de base. Donc, vous mettez un guigou, ça fait K, ça vient qui, globalement. D'accord? Vous voyez le principe? Si vous comprenez le principe, après, pas de problème. Vous allez très vite repérer les signes voyelles, c'est pas compliqué. Là, il y en a un, 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 là, 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 là. Là, parce qu'il y en a un qui est dessous de temps en temps. C'est le sol. Donc, pas de problème. Et puis après, là, il y en a un, tac, 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 tac. Voilà. Donc, ce travail de repérage, là, j'ai pu le faire assez vite. C'est parce que, pour moi, je n'ai pas besoin de réfléchir énormément. J'ai complètement repéré que ces éléments-là, qui sont des éléments qu'on rajoute, sont des signes voyelles. Donc c'est bon, je le sais, donc je les repère très vite dans le texte. Donc si je les repère très vite, ça veut dire que, admettons, sans même connaître les lettres en dessous, ça je sais que c'est son O, son E, son I, O, ou, O, I, O, I, O, I, O, E, I, O. Voilà. Donc ça, j'ai repéré les éléments voyelles dans un ensemble de consonnes. Donc les couleurs I, les couleurs E, les couleurs O, les couleurs OU, comme ici, OU. Voilà. Mais bon, ça c'est l'étape d'après. Mais c'est une étape d'après, vu qu'on fait un apprentissage par contexte, donc c'est normal que le contexte tout de suite vienne interférer. Et c'est très bien qu'il interfère, parce que c'est un peu le but du contexte. Le but du contexte, c'est de faire qu'on ne sépare pas trop les éléments les uns avec les autres. Donc, on les apprend un petit peu justement par la bande. C'est-à-dire qu'à force de voir les lettres, on voit ce qui les accompagne. Donc, on apprend, mine de rien. Donc là, on a déjà des repères. Mais, je répète, ici, on a un son de base cha, et donc, après, on a chom, à cause du O, globalement. Chom. Voilà. Donc là, il n'y a pas énormément de plus à dire sur ça, étant donné que l'objectif, c'est ça. Alors maintenant, la vitesse de progression. Alors d'abord, petite question à Sylvia. Est-ce que ce que je viens d'expliquer avec les signes voyelles, c'est clair ou pas? Oui, c'est clair. Très bien. C'est très clair. Parfait. Alors ça va bien. Merci. Mais pas de quoi. Non, mais tu n'hésites pas, hein, Sylvia, parce que voilà. Bon, pour moi, ça m'est utile de savoir s'il y avait vraiment une personne qui est très neuve. Les autres, vous n'êtes pas si neufs que ça, hein, vous êtes des faux débutants. Donc, il y a des tas de choses qui sont déjà évidentes pour vous. Mais bon, peut-être ça vous fait du bien quand même, en tout cas, je le souhaite. Donc, maintenant, la vitesse de progression, je parlais de la vitesse de progression, elle va dépendre de vous. Peut-être de moi aussi, bien sûr, dans la manière dont je vous dis les choses. Mais on peut estimer que, voilà, une fois que ce tableau, réellement, vous le savez bien, on peut passer à autre chose. Mais, encore une fois, je vous le rappelle, vous avez ici l'explication, et cette explication, elle vous permet de déjà grignoter sur les connaissances qu'on verra plus tard, sans entrer dans le rapport technique. Donc là, on fait de l'épellation, sans rentrer dans le rapport technique, mais du coup, on voit déjà des choses qui vont nous préparer à après. Donc, la vitesse de progression dépendra de l'acquis de ça. Dès qu'on a complètement, d'une manière certaine, vraiment compris ces 30 lettres, alors on passe à autre chose. Et compris ces 30 lettres, ça veut dire que la prochaine fois, je vous mettrai certainement ce tableau, mais sans la phonétique. Là, pour l'instant, vous avez la phonétique. Donc,
si on fait vraiment comme à l'école, on va dire que votre job, à vous, c'est d'apprendre ça, mais sans le laisser hors du contexte, vu qu'on va apprendre le Sutra du cœur. Puis après, on lira le Sutra du cœur. Ce sera génial, on lira carrément le Sutra du cœur. On épellera, puis après on lira le Sutra du cœur, puis après on comprendra le Sutra du cœur. Donc c'est quand même chouette, ça vaut la peine. Mais voilà, donc là vous avez la phonétique, après vous l'aurez plus. Et on pourrait dire que c'est ça, il faut absolument les savoir, ces deux lignes. Le reste, vous pouvez être flou. Puis au bout d'un moment, vous n'êtes plus flou. Mais peut-être, je ne sais pas. Je pense que ça sera intéressant la prochaine fois de faire un pointage. Et puis de vraiment voir. Si vraiment on estime qu'on est bon, tous là qu'on est, avec ces lettres, ces 30 lettres, on passe à l'étape d'après. On ne va pas forcément rester dans cette étape juste pour le plaisir, quoi. D'accord ? Ok. Ça fait 1 heure qu'on tournicote là autour. On va s'arrêter. Juste avant de conclure complètement avec une petite dédicace, juste savoir, ça vous convient, ça vous apprend quelque chose Ouais, c'est bien. Ok, voilà. Vous me dites, hein. Pas très bien. D'accord. C'est super. Bon, tant mieux. C'est important. Ouais, tu savoir ce que ça veut dire, chum ou pas? Chum dende. Qu'est-ce que ça veut dire, chum? Chum dende, chum dende. Da chompa, ça te dit quelque chose? Da chompa, arahat, ça te dit quelque chose? Non? Arat, oui, un arat, oui. Un arahat, c'est quoi? Ben, c'est un être éveillé. Ah d'accord, ok, oui, bien, ouais, d'accord. Alors en tibétain, un arahat, c'est da chompa, d'accord? Da chompa. Et chom, ça a un sens très particulier. Le sens de chom, alors je vais prendre, pour être plus, on va prendre toute la, attends, voilà. Voilà. Quand tu dis Da Chompa, ça veut dire Da Chompa, ça veut dire Chom, ça veut dire qui a vaincu les ennemis. Un Arahat, c'est un Da Chompa. Les Da, c'est les ennemis. Les ennemis, c'est les Kleshas, en l'occurrence. Da Chompa. Hein? Donc c'est celui qui est vainqueur sur les ennemis. Hein, qui a subjugué les ennemis comme on voudra. C'est une image, hein, évidemment. C'est une image purement symbolique. Un Dachompa, un Arahat, donc il a vaincu les émotions perturbatrices. Ici, Chomdende, hein, donc le Chom de Chomdende, eh bien, Chomden, ça veut dire qu'il possède la victoire, littéralement. C'est-à-dire qu'il possède cette victoire-là. Donc, Chomden Dema, ensuite on a le De, qui est particulier, le De, ça pourrait se comprendre au-delà, comme quelque chose qui est au-delà. Alors, je veux juste être sûr et pas vous dire de bêtises. Si c'est une abréviation, oui, dans le sens d'au-delà, oui, au-delà. Alors, c'est possible que ça peut vouloir dire Chom dans le sens la victoire sur les ennemis, Den qui possède, et puis Dema qui va au-delà, qui a transcendé le cycle des existences. Si par exemple vous dites le Nirvana, vous direz Nyangen le Depa, ça veut dire au-delà du samsara, au-delà de la souffrance, et on utilisera Nyangen le De. On va utiliser ce De. Donc, ici, ça pourrait avoir le sens de vaincre les ennemis, et là, être au-delà du samsara. Mais après, il faudrait voir ce que Bhagavan, parce qu'après, ici, Chomden Dema, c'est Bhagavati. Et puis Bhagavati, alors ça a un sens en sanskrit qui est traduit par les vainqueurs. C'est compliqué de trouver vraiment un équivalent français pour Bhagavati, parce que Bhagavan, c'est aussi qui est digne d'éloge, qui est respectable, voilà, ça a tout ce sens-là. Mais bon, bien sûr, ça ne nous empêchera pas du tout de voir ça ensemble. Simplement, c'est clair que si on rentre dans l'explication du texte, évidemment, ça nous amène vite très très loin.
Ça nous prend un peu des ressources sur celles qui seront nécessaires pour acquérir tout ce qu'il nous faut acquérir pour la lecture. Mais par contre, à terme, bien sûr, une fois qu'on est bon sur la lecture, on reprendra le Sutra du cœur pour faire de l'analyse de texte. Ça, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas. On le fera avec grand bonheur. Vraiment, un immense plaisir, parce que c'est très intéressant. Et il y a des années en arrière, quand j'avais fait cette méthode, à l'époque ça s'appelait Tiblab avec des Kigudon, j'avais demandé à Lama Tenzong quel texte on devrait se servir pour faire de l'analyse de texte. Et il m'avait dit, le Shiram Nyingpo, c'est-à-dire le cœur de la sagesse transcendante, mais il avait le Sutra du cœur. Pourquoi ? Parce qu'il y a des mots très intéressants de la langue parlée dedans. Vous verrez. Donc le nez, la bouche, l'oreille, on voit des mots comme ça dans le Sutra du cœur. Donc c'est intéressant. On va s'arrêter là, ok ? Avec une dédicace. Sonam de tam che zeng pa ne tom ne nye pe danam pam je ne ke ga na che mbala tu pai se pe tsole doa do warai sho. Voilà, merci beaucoup. J'arrête l'enregistrement ici. Merci beaucoup. Et puis merci beaucoup, et puis à bientôt.